Bonjour, bon réveil en ce vendredi matin. Le 7-9 commence sur Média TV au programme 2 heures d'information en continu, l'économie, la revue de presse. Mais tout de suite, le journal, voici les titres. Faire de Tétouan une ville attractive et résidentielle, c'est l'objectif du roi Mohamed VI qui a lancé hier d'importants projets d'infrastructure. Parmi eux, la réalisation de la voie ceinture verte, la construction de 2 marchés de proximité ou encore l'aménagement de 8 terrains de sport. Coût estimé de ces projets, 340 millions de dirhams. L'Écosse restera au sein du Royaume-Uni après dépouillement de 30 des 32 circonscriptions. Le non recueillait 55,2% des suffrages et le oui 44,85%. Par ailleurs, c'est une victoire de la participation. Le taux s'établit à 84%. Le virus Ebola est une menace pour la paix et la sécurité internationale. C'est ce qu'a déclaré le Conseil de sécurité de l'ONU hier réuni en urgence. Une résolution a été adoptée à l'unanimité. Une mission sanitaire d'urgence sera bientôt envoyée en Afrique de l'Ouest. L'épidémie a fait à ce jour 2600 morts dans la région. On commence ce journal au Maroc, dans le nord, où de grands projets d'infrastructures verront prochainement le jour à Tétouan, dans le cadre du programme de développement économique et urbain de la ville, lancé en avril dernier. Le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi hier de différents chantiers. Le souverain a par ailleurs inauguré un centre de formation par apprentissage au métier de l'artisanat. Plus de précisions avec Amina Benralek. La voie ceinture verte s'étendra sur 14 km. Les travaux de sa réalisation ont été lancés hier par le roi Mohamed VI. Objectif, décongestionner le trafic routier et maîtriser l'expansion urbaine de Tétouan. Le projet prévoit notamment des ouvrages d'art sur la future voie. Le souverain a aussi donné le coup d'envoi de la reconstruction du pont de Bou'nan sur Oued Martil. Toujours dans un souci d'améliorer la circulation, de faciliter l'accès à plusieurs quartiers et de renforcer la sécurité. Les habitants de Tétouan seront bien servis car 2 marchés de proximité verront également le jour. Ici, l'objectif est de sédentariser les marchands ambulants et de mieux gérer l'image de la ville. Une ville qui sera aussi dotée de 8 terrains de sport et plus précisément un terrain de football et 7 de proximité pour lutter contre l'exclusion sociale en milieu urbain. Le roi Mohamed VI veut faire de Tétouan un vrai centre de développement économique et social. Il a inauguré un centre de formation par apprentissage dans les métiers de l'artisanat qui a coûté 25 millions de dirhams. Des ateliers, des salles de formation, d'exposition et des bibliothèques. Ce centre a tout pour offrir aux jeunes de la région la meilleure qualification professionnelle. Les travaux du 27e Conseil des droits de l'homme, toujours en cours à Genève. Les délégations marocaines et britanniques ont organisé une rencontre pour présenter les rapports d'examen périodique universel. Ce document résume toutes les réalisations d'un pays en matière de droits de l'homme. Reportage à Genève de Youssef Bellassi sur un récit d'Amina Benralek. Du politique et de l'associatif, tous deux réunis pour parler droits de l'homme. Ici, chaque État explique en détail les mesures adoptées pour promouvoir ses droits. Et pour représenter le royaume, qui d'autre que Mahjoub El-Hiba, le délégué interministériel aux droits de l'homme. Nous avons parlé des grandes problématiques comme la planification stratégique ou encore le travail de coordination institutionnelle. Nous nous sommes également demandé pourquoi les parlements et les universités n'arrivent toujours pas à jouer pleinement leur rôle. Ici, le Maroc a présenté son rapport d'examen périodique universel. Le rapport passe en revue toutes les réalisations du pays en faveur des droits de l'homme, une sorte de bilan provisoire pour tirer les bonnes leçons et pas seulement au niveau politique. C'est un mécanisme d'apprentissage pour l'État et pour la société civile. Ils doivent tous les deux renforcer leurs capacités pour pouvoir s'ouvrir sur les autres acteurs de la société. Tous ces efforts convergent vers le même objectif, appliquer les recommandations de l'ONU pour un meilleur respect des droits de l'homme. Le Maroc a prouvé sa capacité à suivre les recommandations de l'examen périodique universel. Il existe 148 recommandations pour améliorer les droits de l'homme.
Le Royaume en a accepté 140. On parle à présent d'une autre rencontre, mais qui a eu lieu à Rabat hier, une rencontre sur les réformes électorales à l'initiative de l'ONG l'Institut démocratique national. Plusieurs pays y ont pris part, notamment du monde arabe. Ils se sont penchés sur la gestion des prochaines élections nationales prévues en 2015. Le reportage de Raja Fadli sur un récit de Manal El Ardari. Réussir des élections plus transparentes et hisser le taux de participation des citoyens. C'est à quoi aspire la rencontre réforme électorale expérience comparée. Les participants appellent à la réforme du système électoral pour accompagner les changements que connaît le Royaume au niveau politique, économique et socio-culturel. Il revient aux participants aux ateliers qui ont eu lieu aujourd'hui de définir les priorités et de savoir ce qu'ils pourraient tirer des recommandations. Nous espérons que les partis politiques et la société civile puissent en bénéficier pour mettre en place de réels changements, des réformes pratiques, non seulement des réformes de la législation. Les acteurs politiques et sociaux ainsi que le gouvernement font face à des défis majeurs. La mise en œuvre de la parité, l'élargissement du droit de vote, le découpage territorial et la représentativité équitable des électeurs. Cette rencontre permet aux partis concernés d'y voir clair. Des expériences arabes ont été présentées aujourd'hui. Nous avons pu établir une comparaison entre le Maroc et ces pays à l'approche de plusieurs rendez-vous électoraux qui se tiendront en 2015. Cette rencontre nous permettra d'appréhender l'avenir avec plus de clairvoyance. Les recommandations seraient d'un grand apport pour les acteurs politiques, associatifs et gouvernementaux. Le bon déroulement des échéances électorales de 2015 dépend également de l'accès à l'information. Les médias sont ainsi appelés à jouer pleinement leur rôle, contribuer à la réussite de cette étape importante pour le développement du cadre légal, institutionnel et politique au Maroc. Les Écossais rejettent l'indépendance après dépouillement de 30 des 32 circonscriptions. Le non recueillait 55,2% des suffrages contre 44,85% pour le oui. Le chef de file des indépendantistes écossais, Alex Salmond, a concédé il y a quelques minutes à Édimbourg la défaite de son camp. Le référendum a mobilisé un nombre impressionnant d'électeurs, 84% des votants. Aux États-Unis, Barack Obama obtient le feu vert du Congrès pour armer les rebelles syriens. L'objectif est de les aider à combattre les djihadistes de l'État islamique. Le Sénat s'est prononcé hier en faveur du texte à 78 voix contre 22. Le plan ne donne toutefois pas carte blanche au gouvernement pour équiper et entraîner les rebelles syriens. Il lui impose de soumettre au Congrès tous les 90 jours un rapport sur son exécution. Il n'inclut pas non plus de crédits supplémentaires pour financer l'opération. Par ailleurs, la date d'expiration du plan est fixée au 11 décembre prochain. Et dans sa lutte contre l'État islamique, Barack Obama se réjouit et estime que la coalition internationale pour détruire les djihadistes se consolide. Hier, il a salué la décision de la France, Paris, qui procédera à des frappes aériennes en Irak dans un délai court. C'est ce qu'a annoncé le président François Hollande lors d'une conférence de presse hier. Il a cependant précisé que l'intervention se cantonnerait aux raids aériens. Il n'y aura donc pas de troupes au sol. Je vous propose d'écouter François Hollande. Ce matin, j'ai réuni le Conseil de défense et j'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes pour accorder le soutien aérien. Notre but est de contribuer à la paix et à la sécurité en Irak, en affaiblissant les terroristes. Je dis aussi nettement que j'affirme la nécessité de ce soutien et de cet appui aérien. Nous n'irons pas au-delà. Il n'y aura pas de troupes au sol et nous n'interviendrons qu'en Irak. Mobilisation internationale aussi contre le virus Ebola. Hier, cette mobilisation a franchi un palier avec l'adoption d'une résolution unanime par le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence. Il est très rare que le Conseil de sécurité se prononce sur une crise de santé publique. Il a estimé hier que la crise provoquée par Ebola était une menace pour la paix et la sécurité internationale. Une mission sanitaire spéciale verra bientôt le jour dont l'objectif est de coordonner la réponse à la progression de l'épidémie.
Elle aura son quartier général en Afrique de l'Ouest, mais nous n'avons pas encore de détails sur la taille ou le budget de cette mission. Et parmi les pays les plus gravement touchés par le virus, la Sierra Leone. Le pays a entamé cette nuit un confinement d'une ampleur inédite de sa population pendant 3 jours. Près de 30 000 personnes sont mobilisées pour une campagne de porte-à-porte géante. Elles rendront visite à 1,5 million de foyers pour leur expliquer les mesures de précaution à prendre. Et elles installeront dans chaque quartier des comités de veille. Le drame des migrants touche aussi Gaza. Avec la guerre, la situation s'est détériorée. De plus en plus de Gazaouis désespérés tentent de fuir illégalement vers l'Europe en passant par l'Égypte. Manal El Ardari. Rongée par la tristesse, cette mère palestinienne attend le retour de son fils avec impatience. Entre ses mains, elle garde la seule chose qui lui reste de lui, son portrait. Mohamed Aboutouémé, 22 ans, aurait quitté Gaza pour gagner l'Égypte. Première destination avant de se diriger vers l'Europe. Les passeurs lui ont vendu ce rêve à $2000. Après la dernière offensive israélienne contre Gaza, les jeunes de l'enclave palestinienne sont prêts à tout pour fuir leur quotidien, devenu un véritable cauchemar. Après la guerre, les jeunes de Gaza ont été psychologiquement anéantis. Quand ils ont entendu parler d'immigration, sans hésiter, ils ont décidé de partir. Il n'y a aucune opportunité de travail. Le taux de chômage est anormal. Toutes ces conditions ont poussé Mohamed à partir. Il n'est pas le seul. Moi-même, j'y pense sérieusement. Je peux vous citer au moins 100 personnes qui veulent immigrer. On nous a promis qu'on allait partir en bateau. Durant les 2 derniers mois, plus de 1700 Gazaouis ont traversé la mer ou des tunnels menant à la frontière égyptienne. 7000 Palestiniens tentent chaque année de partir en Europe pour avoir le statut de réfugié. Ce nombre devrait augmenter en 2014. Les gens sont frustrés. Ils ne veulent pas des vivres et des médicaments. Ils pensent qu'il y a une crise de dignité. Donc ils pensent à s'exiler dans les pays de l'Europe et de faire leurs papiers là-bas pour pouvoir circuler librement. L'enclave palestinienne dispose de la plus forte densité au monde, 4700 personnes par kilomètre carré. Avec un taux de chômage avoisinant les 45%, les 2 tiers des habitants de Gaza sont à la merci des aides humanitaires. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. Direction ce matin, la Tunisie. En direct de Tunis, nous retrouvons notre correspondant Mohamed Haddad. Mohamed, bonjour. Bonjour Alison. Alors cette semaine, les prétendants à la présidence tunisienne se sont succédés au siège de l'instance supérieure et indépendante pour les élections. Ils sont plusieurs dizaines de candidats à avoir déposé leur dossier. Mais c'est surtout une annonce de non-candidature qui a marqué la semaine politique chez vous. Tout à fait, Alison. C'est une déclaration de non-candidature qui a été faite par Mahdi Jamra, le chef du gouvernement tunisien, qui est en poste en ce moment. Il a organisé une conférence de presse mercredi pour annoncer avec un ton très solennel qu'il ne va pas se présenter au présidentiel malgré les encouragements venus de l'intérieur du pays ou de l'étranger. Cette annonce vient suite à des rumeurs disant que des parrainages étaient rassemblés pour que Jamra se présente au présidentiel. Certains avançaient même que ce sont des proches du parti Ennahda qui s'en occupaient. Le parti islamiste a démenti. Et cette déclaration semblait étonner beaucoup de monde. Mais est-ce que Jamra pouvait se présenter? Techniquement, oui, mais il aurait contrevenu à la feuille de route. Souvenez-vous, au début de l'année 2014, la Tunisie sortait d'une crise politique majeure. Les dates des élections n'étaient pas connues, la constitution pas encore adoptée et l'économie était à l'arrêt. C'est là où advient Mahdi Jamra. Il est sélectionné par un quartet composé des principaux partenaires sociaux dans le pays. Après des mois de dialogue national, sa mission est justement de veiller à la tenue des premières élections transparentes, libres et démocratiques. Et parmi ces conditions, c'est de ne pas se présenter aux élections. Cependant, donc c'est pour cela qu'éthiquement, il ne pouvait pas se présenter. Mais cependant, cette annonce de non-candidature a intrigué plus d'un. Pourquoi? En effet, Jamra semblait plus faire un discours de candidature pour 2019 que de non-candidature pour 2014. Alors parlons maintenant, Mohamed, des candidats qui se présentent réellement cette année. Qui sont les prétendants à Carthage les plus marquants?
Commençant par les candidates, Alison. 2 femmes devraient déposer leur dossier samedi matin. La première est une indépendante, Kalsoum Kanou, magistrate dissidente sous Ben Ali et ex-présidente de l'Association des magistrats tunisiens. La seconde femme est à la tête du mouvement démocratique d'édification et de réforme. Elle s'appelle Emna Mansour Karoui et son parti n'est pas représenté à l'ANC. Et Alison, la semaine dernière, je vous parlais du doyen des candidats, Beji Qaïd Sebsi, qui est ancien chef du gouvernement aussi et qui est à la tête du parti Nida Tounes. Il se trouve que 2 figures de son parti ont été mises à l'écart. L'un a critiqué l'âge avancé du candidat Sebsi, qui a plus de 80 ans, et l'autre soutient un autre candidat. Autant vous dire que l'ambiance dans le premier parti d'opposition n'est pas totalement sereine. Et parmi les élections insolites, il y a des ministres de Ben Ali comme Abdelrahim Zoueri ou Kamel Morgen. Enfin, à l'opposé des responsables durant l'Ancien Régime, le moment le plus émouvant cette semaine devait être sans doute quand Hama Hamemi a déposé son dossier de candidature. Hamemi est le chef du Parti des travailleurs et il a été un éternel opposant sous la dictature et un habitué de geôle de Ben Ali. Merci Mohamed, à très bientôt sur Média TV. Tout de suite, je vous propose de faire le point sur l'actualité économique de ce vendredi matin. Le journal de l'économie est présenté par Salma Bouchafra.